Maintenant, nous allons prendre certaines questions, écouter vos contributions, vos remarques. Profitez-en, car ils viennent de loin pour vous faire part de leur expérience. Moi-même, j'ai une intervention à faire. Je ne veux pas parler des échecs, mais bien des réussites. Quel est le pourcentage de réussite, que ce soit les micro-jardins, l'hydroponie au Kenya? Alors, quel est le pourcentage de succès que vous atteignez à la fin? Car c'est ça qui nous intéresse. Après les formations, le renforcement de capacité, bien entendu, vous pourrez améliorer ce succès encore. Mais j'aimerais déjà avoir une idée de la mesure dans laquelle les différentes entreprises dans lesquelles vous vous êtes lancés sont déjà couronnées de succès. Donc, y a-t-il des commentaires, des questions? Oui, là j'en vois un, deux. Donc, dans cet ordre. 3. Donc, monsieur, je vous en prie, nous commencer par vous, monsieur, en premier. Je suis Faya Bouquet du Libéria. J'aimerais parler du contexte donc de la nutrition. La question que je la pose à Angel. Y a-t-il des lacunes entre la production de l'hydroponie et ce qui est produit sur les terres agricoles normales? Aussi, les succès que vous avez rencontrés au Nigeria. Est-ce que c'est la situation est la même dans d'autres pays ACP? C'est-à-dire les conditions climatiques, par exemple, et autres. Merci. Merci infiniment. Donc, je suis de l'ambassade d'Afrique du Sud à Bruxelles. Je voulais vous remercier de ces présentations excellentes. J'ai vraiment trouvé que ça nous a vraiment poussé à la réflexion. Et nous voyons les opportunités qui s'offrent de traiter la question du chômage des jeunes en Afrique. Peter a parlé d'une des questions relatives à l'accès au financement. Peut-être pourriez-vous nous aider à comprendre les contraintes principales que rencontrent les jeunes quand ils adoptent ces approches dans l'agriculture. Selon vous, quelle est la marche à suivre pour garantir que nous puissions reproduire cela dans tout le continent africain? Merci. Merci. Alors, une troisième question. Oui, je vous en prie. Inoussa Compaoré du Burkina Faso. Je vous remercie pour cette initiative. Elle a été vraiment très instructive pour nous. Maintenant, j'ai vu que les différentes interventions ont mis l'accent sur la production végétale. Et je voudrais demander s'il n'y a pas eu des expériences dans le cadre de la production animale. Voilà. Ça, parce que je suis un aliote, production du poisson, et je suis de très près l'élevage périurbain au Nigeria. Surtout avec l'élevage du poisson-chat qui a permis quand même que le Nigeria soit un grand producteur aussi du poisson en Afrique. Voilà, je voudrais que quand même on prenne par exemple des exemples comme ça. C'est un cas d'école pour pouvoir montrer aux gens comment aussi on peut faire l'élevage du poisson au niveau par exemple des villes aussi pour approvisionner le marché urbain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions contribuer? Oui, s'il vous plaît? Je ne vous voyais pas. Merci beaucoup. C'est Charles Bertin de l'Université de Tenerife de Madagascar. Ma question se concentre surtout sur l'aspect eau là. Parce que là, on a développé, on a mis en évidence l'agriculture urbaine. Mais cette question, je voulais, depuis la première séance, de poser. Parce que, où en est-on sur l'aspect
qualité et l'aspect quantité de l'eau. Parce que ce qui dit urbain veut dire il y a pollution. Et quelles sont les mesures à prendre pour que l'eau soit convenable pour faire la culture? Et aussi, quelles sont les mesures à prendre pour avoir la quantité nécessaire pour faire pousser les plantes? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc j'invite, merci beaucoup pour ces questions. J'invite les panélistes dans l'ordre, voilà, et ceux et d'autres, si Henk ou d'autres collègues ont aussi des apports. Madame Diaw, vous voulez bien commencer? Oui. Merci. Merci, Isolina. D'abord, je réponds à votre préoccupation par rapport au pourcentage de réussite qu'on a eu par rapport au projet Micojardin, au-delà des formations. Parce que la phase initiale, en réalité, c'était tout simplement de former quelques ménages sur les techniques du microjardin et que ces ménages puissent avoir à leur disposition ces quelques tables de culture pour subvenir à leurs besoins. Mais le processus a dépassé le cadre même du projet. Pourquoi? Parce que la ville s'est approprié le processus et a doté au projet de l'espace dans chaque commune. Donc il y a 12 centres qui ont été faits dans les 19 communes, des centres qu'on appelle centres de formation et de démonstration. Pourquoi? Parce que dans ces centres, il y a 2 animateurs professionnels qui sont accompagnés évidemment techniquement par les techniciens de la FAO, mais qui sont là pour répondre non seulement aux problèmes de formation, mais ces centres sont aussi des centres qui produisent des produits du microjardin, qui produisent aussi le spécimen typique de table de microjardin qu'une personne peut venir acheter pour amener chez lui. Donc, quand on a vu que le processus a dépassé vraiment notre entendement, on a fait une évaluation d'impact du projet pour ces 10 ans qu'on a fait. Et les pourcentages sont, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, les 80% de réussite qu'on a, qui sont la majeure partie des femmes. On a fait l'évaluation d'impact au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Est-ce que réellement le microjardin nourrit les familles? Oui, en partie, parce que les spéculations qui ont été souvent mises en œuvre sont les spéculations de première nécessité. Tout simplement parce que les femmes ont travaillé surtout par rapport à la rentabilité des produits. Chez moi, par exemple, j'ai mes tables avec ma salade, mes tomates, mes légumes de première nécessité. Mais les femmes qui sont dans les centres cultivent plutôt les épices, la menthe, le persil, pour pouvoir vendre le surplus. Et cet argent est reversé évidemment dans l'éducation de la famille. Donc l'évaluation d'impact, je vais partager avec vous le document d'évaluation d'impact qu'on a fait, nous a permis de savoir qu'effectivement, au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, on a atteint notre objectif avec les microjardins. Je vous remercie. To answer the question from our colleague from... Pour répondre à la question de notre collègue de l'ambassade de l'Afrique du Sud, les contraintes que rencontrent les jeunes, est-ce que Angela et Peter, est-ce que vous pouvez y répondre? Quelles sont les contraintes principales selon vous, pour les Africains? Alors, le monsieur de l'Afrique du Sud a parlé de l'accès au financement, qu'il s'agisse de l'agriculture traditionnelle ou pour nous du type d'agriculture que nous faisons, l'agriculture hydroponique. Donc, dans notre situation, les jeunes ne sont pas détenteurs de terre. Et au Nigeria, il faut détenir de la terre pour obtenir des prêts. C'est très difficile par conséquent. Voilà, on peut obtenir des micro-financements. Mais ça peut vous permettre de démarrer une entreprise assez réduite, mais c'est difficile de faire une économie d'échelle à partir de là. Donc il faut penser à d'autres avoirs, les équipements, ça pourrait également être utile. Et je pense aussi que pour l'éducation, beaucoup pensent qu'il
il faut avoir une très bonne éducation, être bien formé pour apprendre cela, mais pas forcément. En 1 à 3 mois, beaucoup apprennent l'hydroponie, l'élevage de poissons, etc. Ça va très vite. Donc, autre aspect, il faut pouvoir utiliser les espaces dans la ville pour, et juste pour le dire, l'ambassade belge au Nigeria, donc il y a un espace vide qui n'est pas utilisé, donc ce serait très utile. Donc voilà, donc c'est par exemple de tels exemples qui permettent aux jeunes donc de se rassembler et de travailler ensemble sur des espaces non utilisés, par exemple. Le Collet ACP, par exemple, aide les agriculteurs qui veulent mettre aux normes leurs produits. Pas seulement pour l'exportation, mais aussi quand votre produit est aux normes dans votre pays, cela veut dire que vous pouvez apprendre les bonnes pratiques agricoles, ce que vous devriez et ne devriez pas faire, ce que cela signifie d'avoir un produit de qualité. Et donc, il y a une possibilité de vendre à une autre échelle. Avant que je ne sois où j'en sois en ce moment, nous ne respections pas certaines normes. Nous avons dû nous mettre à niveau. Nous avons obtenu un petit prêt d'un ami, et il a investi, et donc nous avons pu obtenir les équipements nécessaires. Le monsieur avait parlé également du financement participatif. C'est également une solution. Au Nigeria, les gouvernements, les banques ne donnent pas les fonds. Les grands entrepreneurs ne donnent pas forcément les fonds non plus, mais il est possible d'obtenir des fonds de personnes qui veulent pas forcément travailler dans l'agriculture, mais qui veulent investir une partie de ce qu'ils ont dans l'agriculture. Donc, il faut vraiment pouvoir également avoir les données disponibles pour que ces modèles puissent être mis en place. Alors, afin de reproduire l'hydroponie d'autres pays africains, il faut des politiques, car cela nous a pris 1 an pour tout mettre en place. Nous avons un très bon accord avec le département d'agriculture. Mais il est très difficile pour que nos produits hydroponiques soient considérés comme bio. C'est une nouvelle technologie. Donc, il faut des fermes de démonstration et il faut associer les jeunes dans toute la chaîne alimentaire. Il faut un accès au marché pour avoir accès au microfinancement. Comme je l'ai dit, les banques ne s'investissent pas et elles ne sont pas sûres si vous allez vendre ou pas. Comme je vous l'ai dit, l'hydroponie permet de prévoir exactement la quantité de production. Donc c'est vraiment idéal et pour l'exportation ainsi que pour le marché local. Donc nous avons les fermes de démonstration et donc cela nous permet de susciter l'intérêt des jeunes envers cette pratique. Alors oui, Angel. Je voulais parler de cet aspect de la qualité de l'eau et également des besoins nutritionnels. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, quand on prend, je pense que j'ai eu cette conversation plus tôt sur les agriculteurs qui proviennent des zones rurales, qui utilisent des espaces disponibles pour cultiver. Au Nigeria, parfois, vous verrez, il y a des agriculteurs qui sont au bord de l'autoroute
ce qui fonde l'agriculture et l'eau qui provient des égouts, etc., vous n'êtes pas capable vraiment de contrôler la qualité de cette eau. Et c'est là que la formation est nécessaire. Pas seulement la formation, mais il faut également les sensibiliser pour qu'ils comprennent pourquoi il est mauvais pour eux. Il faut que vraiment nous leur fassions comprendre que c'est mauvais pour eux et pour les autres. Car parfois ils cultivent des choses qu'ils ne mangent même pas. Donc il faut qu'ils comprennent. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons un système à boucle fermée. Et l'eau que nous utilisons, par exemple, provient des villes. Peut-être acheter donc dans des jerrycans de 50 litres, et vous pouvez utiliser cela. Et cette eau est utilisée dans un cycle et ne sort pas. Et nous avons pu générer assez de revenus pour investissement, pour mettre en place un système de forage. Mais ce sont des situations que nous rencontrons et nous devons vraiment faire en sorte qu'avec la ferme hydroponique, l'eau soit vraiment bien contrôlée, que l'eau soit de bonne qualité. Pour ce qui est des nutriments également, vous avez demandé la production agricole traditionnelle. Alors moi, j'ai un bagage scientifique et la raison pour laquelle j'ai été attiré par l'agriculture hydroponique, c'est que c'est vraiment sous-tendu par la science. On se penche vraiment sur l'agriculture comme étant une science et on analyse les différents facteurs qui vous permettent d'obtenir une plante vraiment idéale. Quels sont les nutriments qui proviennent des sols? On ne peut pas juste dire oui, la plante a juste besoin des terres. Non, c'est pour ça qu'il y a toujours des terres qui ne sont pas bonnes dans certains pays, car les plantes ne poussent pas, il n'y a pas de bon rendement. C'est pourquoi il y a l'utilisation des engrais. J'ai vu au Nigeria qu'il y a beaucoup d'engrais qui sont utilisés. Donc, pour moi, c'est plus intéressant d'utiliser une production hydroponique biologique plutôt que de manger plutôt que de produire des produits qui sont utilisés avec des engrais et dont on ne connaît pas vraiment la source. Il y a une valeur nutritive réelle. Le client doit pouvoir savoir exactement d'où proviennent les produits qu'il consomme. Et nos clients peuvent voir exactement ce qu'ils cultivent. Et il y a une autre question également sur le bétail. Oui, nous faisons des poules, du poisson-chat, tilapia. Nous avons des tout petits poissons. Le poisson-chat, c'est très simple. Il y avait déjà un marché. Les poules parfaits, c'est la même chose. Nous utilisions du compost liquéfié dans nos systèmes. Et parfois, c'était soit les systèmes d'aquaponie ou d'engrais. Et donc, nous tentons de voir ce qui est le plus intéressant. For our colleague from Burkina Faso, that indeed we could just bring some cases, but the animal and aquaponics is very. Alors, l'aquaponie est très importante également et nous pourrons en parler également. Alors, y a-t-il d'autres auteurs qui aimeraient intervenir? Oui, Hank. Oui, alors, j'aimerais conclure sur la question de la qualité de l'eau. Car le coût de l'agriculture avec des sources d'eau mobiles sera très élevé. Dans de nombreuses villes africaines, ces systèmes sont utilisés. Par exemple, il y a certaines villes dans lesquelles le gouvernement met à disposition des eaux usées. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est une bonne formation dans la manipulation des eaux usées dans l'agriculture. Il y a beaucoup de littérature sur ces exemples, sur ces directives que vous pouvez utiliser et pour manipuler sans
en danger les eaux usées dans l'agriculture. Donc il ne faut pas forcément utiliser de l'eau propre. Il y a également l'eau traitée qui est déversée dans les rivières, les sources ouvertes. Elle peut être utilisée avec à moindre effort. Il faut juste penser à l'agriculture. Merci. Oui, je voudrais juste répondre à la préoccupation du monsieur du Burkina Faso qui parlait de production animale. Bon, le microjardin ne fait pas une grande production animale, au contraire. La production est très minime, mais il y a l'introduction du micro-élevage. Je l'ai montré tantôt dans l'une des photos, où dans une cage, l'élevage de la volaille est fait et dans la surface supérieure, les plantes du microjardin sont faites. C'est juste pour subvenir d'une façon vraiment plus pratique au problème de la production animale et végétale. Et c'est une introduction qui a été faite dans le cadre du projet la toute dernière année et qui est en train d'être développée et qui vraiment promet, dans une logique de perspective, intègre le micro-élevage, le micro-jardin à l'élevage avec la production animale. Merci. Oui, on a documenté une série de cas aussi dans les documents que vous avez sur vos folders, mais pour le monsieur du Burkina Faso, en effet, on aura d'autres cas où on pourra apporter la partie animale et la partie aquacole. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Je pense que, d'abord, je voudrais remercier les interprètes au nom des organisateurs, au nom de la Commission européenne, au nom du groupe ACP et au nom du CTA et Concorde, parce que on oublie et c'est quelque chose qui est très, très important. Je voudrais vous remercier tous, surtout remercier les intervenants qui, moi, j'ai trouvé excellents et qui nous ont apporté des aspects différents de cette problématique. Bon, on l'a dit depuis le début, elle est complexe, elle est multifonctionnelle, elle apporte différents éléments. Dans une matinée, on ne peut pas tous les approfondir, on ne peut même pas tous nécessairement les évoquer, mais j'espère que ça vous donne suffisamment d'éléments pour avoir envie, en tout cas pour ceux qui ne sont pas déjà dans le secteur, d'en savoir plus, de connaître plus de choses. Si vous avez de nouveau des ressources ou des expériences à partager avec nous, ça sera avec énormément de plaisir. Pour, en tout cas, ma part, il est hors de question que je résume la matinée de discussion ni des points principaux. Certainement, peut-être quelques recommandations qui pourraient devenir des actions, j'espère, en tout cas avec certains d'entre vous. Le CTA et la Commission européenne, comme on l'a dit ce matin, et les ACP, certainement un intérêt très particulier, comme nous tous, sur l'emploi des jeunes. Et on a vu que c'est un secteur parmi d'autres, mais qui est très porteur. Il apporte l'agriculture, la technologie, donc les technologies de l'information et de la communication, que ce soit le e-commerce, que ce soit l'utilisation de apps et autres, sur des circuits qui sont un peu plus courts, parce qu'en effet, les jeunes, pour les attirer vers l'agriculture et minimiser la migration et autres, on ne peut pas les embarquer dans des circuits très très longs, nécessairement de 20-30 ans. Donc ça, c'est des productions dont on a besoin dans les villes, parce que ce sont des produits frais. On a bien souligné cet aspect-là. Donc je pense qu'une des choses qui pourrait suivre, en tout cas pratique, qui pourrait suivre notre session de ce matin, ça serait peut-être de faire un mapping, ou en tout cas des success stories, des cas vraiment à succès pour des jeunes et des jeunes entrepreneurs comme ceux qu'on a vus ici, mais qui aussi drainent des communautés entières. Dans quel pays, sur quelle production, quel a été leur business model, certains des champions qui pourraient être de jeunes dans l'agriculture urbaine. Ça, c'est quelque chose que peut-être on peut faire ensemble et qui serait très, très utile, parce que c'est non seulement pour des effets d'apprentissage dans d'autres régions, mais de scaling up, donc de mise en échelle, qui est très, très important. On a souligné, ça nous comptons bien sûr pour la partie politique, plus sur la Commission européenne et autres, des cadres réglementaires et politiques qui sont nécessaires, comme dans tout système agricole, y compris des appuis aux producteurs et aux organisations de producteurs et de filières qui opèrent dans l'agriculture urbaine.
Et alors, on a aussi vu ce matin quelque chose qui est très intéressant, c'est de nouveaux marchés qui sont porteurs. On a parlé à plusieurs reprises, d'ailleurs, que ce soit dans des cas européens ou dans des cas d'Afrique, des marchés, par exemple, liés au tourisme, aux hôtels, liés aux restaurants, liés aux écoles, ou des individus, bien entendu, comme c'est le cas ici. Moi-même, j'achète directement aux producteurs quand c'est possible et dans des marchés de proximité. Mais il y a aussi des nouvelles opportunités de marché pour ces producteurs-là. Bien entendu, ce qui a beaucoup été souligné et qui est critique dans un sujet comme celui-ci, c'est la mise en relation du secteur public et privé. Donc tous les acteurs sont importants de la chaîne. Tous doivent avoir un bénéfice, sinon, comme dans l'agriculture traditionnelle, ça ne marche pas. Si un gagne trop et les autres pas, ce n'est pas durable. Mais certainement, peut-être creuser plus sur la partie secteur privé et comment il influence les politiques et comment on a un cadre politique en place. Et bien entendu, ça a été répété plusieurs fois. Quand on dit jeunes, d'ailleurs, pour le CTA, ça inclut les femmes, des jeunes femmes. Mais certainement, même quand elles ne sont pas jeunes, comme moi, en tout cas, les femmes sont certainement des acteurs et des bénéficiaires critiques dans l'agriculture urbaine et donc doivent avoir des mesures très spécifiques. Donc voici juste quelques ajouts de ma part. Je voudrais vous remercier au nom des organisateurs de nouveau. Si c'est la première fois que vous venez au briefing, on vous a déjà dit qu'ils ont lieu à peu près tous les 2 mois environ. Je peux déjà vous dire que le prochain, qui sera en juin, on vous précisera la date en ligne ou par email, portera en fait sur l'agriculture comme secteur clé pour des États fragiles ou en situation fragile, que ce soit de reconstruction, que ce soit post-conflit ou pour d'autres raisons, parce qu'on pense que c'est important, mais aussi avec la même perspective qu'aujourd'hui, c'est de montrer ce qui marche et quels sont les succès sur le terrain. Voilà, donc merci à vous tous. Merci pour... en plus, c'est un des premiers briefings où on tient vraiment, je ne sais pas comment on a fait, on est toujours en retard, on sort toujours en retard. Aujourd'hui, on a bien tenu les horaires. Donc, je vous remercie tous collectivement pour cela. J'espère vous revoir au prochain briefing. Donc, merci de nouveau et puis j'espère à bientôt. Au revoir.